Ce qui est important, ce que nous ayons en tête quand nous reprenons ce texte, c'est que automatiquement le monde, parce qu'il n'a pas d'autre alternative de toute façon, a évolué. Et quand le monde a évolué, essentiellement, c'est ce qu'avait dit le Rambam, à quel point la chrétienté et l'islam ont beaucoup apporté aux populations, même si ça a eu comme conséquence aussi, bien évidemment, une cruauté à l'égard du peuple juif. Mais il n'empêche qu'il est indubitable que la chrétienté a permis au monde occidental de énormément s'élever et à l'islam, au monde arabe, de énormément s'élever. D'accord, dans leurs conditions. Et le fait est, c'est que quand nous arrivons justement, alors que ce n'était pas du tout une évidence, et ce que nous avons soulevé dès les premiers cours, qu'il puisse y avoir un rapport entre la légalité et la légitimité, entre cette notion d'État et la morale, eh bien, il s'avère qu'à l'époque, notamment de la Révolution française, pour le coup, c'est vraiment une révolution. On commence à réfléchir dans une considération, dans un contexte qui se veut, encore une fois, proposer le bien, propager le bien, l'égalité entre les hommes. Cette réalité-là, on s'y est habitué. Quand on est juif, c'est une évidence, l'égalité en dignité entre les hommes, mais il ne faut pas oublier que ce n'était pas le cas dans toutes les populations les plus antiques jusqu'aux plus modernes. À titre anecdotique, puisqu'on est dans Kislev, alors c'est bien aussi de le rappeler, vous savez qu'il y avait le festival du dieu Dionysos, n'est-ce pas, le Tragos, la tragédie grecque, tragédie, ça vient de Tragos, n'est-ce pas? C'est le bélier. Et il se trouve qu'il y avait 2 à 3 jours par an, en Grèce antique, eh bien, on proposait des pièces de théâtre, Sénèque, Échille et toute la bande, et ce qui était fondamental, c'est que, pendant ces 3 jours-là, où évidemment il y avait du vin, des femmes, parce que c'est Dionysos, donc c'est le dieu de tout ce que ça implique, et il était formellement interdit de tuer son esclave sans raison, sans attestation. D'accord? C'est intéressant le rapport entre les hommes. C'est-à-dire que toute l'année, 362 jours par an, il n'y a aucun problème, mais 3 jours par an, il était formellement interdit de tuer son esclave sans y adjoindre une attestation qui justifie le fait d'avoir été tué. Évidemment, s'il avait été tué sans raison, le bourgeois grec avait un blâme, parce que c'est quand même pas bien pour le commerce d'avoir tué quand même son esclave, qui n'est après tout qu'il n'est pas un être humain, puisque c'est un noir, donc automatiquement ce n'est pas un être humain. Je vous cite Aristote, c'est Aristote qui rappelle que les êtres humains, ce sont les gens qui sont des citoyens athéniens, les noirs n'étant pas des citoyens. C'est à ça qu'on parle. C'est dans ce contexte-là qu'on parle. Et face à ça, vous avez la tradition juive qui nous parle d'égalité en dignité entre les hommes. Et donc, on arrive au moment de la Révolution française où, sauf, les gens commencent à comprendre. C'est quand même fascinant le temps que ça prend. Après, on me dit pourquoi je suis méprisant. C'est quand même fascinant de voir combien de temps ça prend pour les goïms de comprendre ce que Am Israël a compris 2000 ans avant. Nous sortons d'Égypte, nous enseignons à l'Égypte que l'esclavage est quelque chose de problématique. Il a fallu quand même quelques siècles pour que Abraham Lincoln puisse proclamer ça en Amérique. Et évidemment, maintenant, c'est fini. Vous le savez, il n'y a plus de racisme entre noirs et blancs en Amérique. D'accord? C'est bien connu. D'accord? On a bien compris cette problématique-là. Donc, on est exactement dans l'antithèse de cela. Et d'ailleurs, pour reprendre le paragraphe, peu de gens connaissent le fait suivant. Une bonne partie des communautés chassidiques d'Europe de l'Est ont considéré que les idées de la Révolution française, mises en œuvre par Napoléon, constituaient la première étape du temps messianique. Il y a quelque chose encore une fois, de palpable. Et je me permettrai une anecdote encore plus loin. Et ça, je le sais parce que je l'ai entendu. La révolution des étudiants en 68 en France, eh ben, il y avait donc Cohn-Bendit, etc. Et il y avait aussi un jeune rave qui raconte que, c'est marrant parce que quand il dit ça en hébreu, il a dit, il traduit des expressions parfois du français à l'hébreu. Aïnou aussi metakir, on faisait le mur. Mais Israël, ils ont compris que le Rav Zini était maçon pendant 2 secondes. Quand il raconte ça. Et le fait est, c'est qu'il a, au début, c'est ce qu'il raconte, en tant que maître, en tant qu'érudit, mais il a participé à cette révolte des étudiants. Parce que, justement, il y avait quelque chose qui semblait être profondément, comme ça, voilà, salvateur dans ça. Évidemment, comme la Révolution française, et comme toutes les révolutions quasiment, qui sont menées ou par des juifs un peu tordus, ou par des goïms totalement, ça ne découle pas sur ce que ça devrait découler. Pas? Et donc, automatiquement, il y a tout de suite une rétractation par rapport à cela. Pas? Donc, c'est ça. Les premiers chassidim ont vu ça. Napoléon, mis en œuvre par Napoléon, constituait la première étape du temps messianique.
et ont même attribué une valeur messianique à l'œuvre de Napoléon. Napoléon, il a cette force de conquérir, il arrive jusqu'à Akko, je suis bien placé pour en parler, il arrive à Akko et il amène cette dimension, encore une fois, de permettre de retrouver une certaine cohésion en Eretz Israël. Sauf que, et c'est ce qui va être soutenu, comme vous le savez certainement, le ministre, n'est-ce pas, Clermont-Tonnerre, qui va dire donnez-leur tout ce qu'ils veulent en individu, rien en collectif. N'est-ce pas? Et donc, elle a été fondé le petit Sanhédrin, le consistoire, etc. Et tout ce que ça implique d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, avec des rabbins qui vont à Notre-Dame pour louer Notre-Dame. Passons. Tout ceci est évoqué dans l'œuvre de Martin Buber. Oui, non, ceux qui ont compris ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, voilà. Tout ceci est évoqué dans l'œuvre de Martin Buber, Gog et Magog, qui est une fresque romanesque de cet épisode. C'est intéressant que Buber il a appelé justement cette fresque romanesque Gog ou Magog. On a un petit peu évoqué. Gog ou Magog, Gematria 70, c'est le moment où le monde entier est totalement contre nous. Et c'est justement le moment de notre retour sur notre terre. J'avais un élève, je ne sais pas si je l'avais rappelé à cette assemblée, mais j'avais un élève qui m'avait interrogé après ce qui s'est passé à Simchat Torah, qui, je répète, j'ai été bouleversé, rassurez-vous, mais je n'avais pas été surpris par cet événement. Le fait est, c'est que l'élève en question m'a dit est-ce que c'est la guerre de Gog ou Magog qui est en train de se produire? Et il dit, et il pense, mais en fait, peut-être pas, puisque le monde entier semble nous soutenir par rapport à ce qu'on a traversé à Simchat Torah. Donc, c'est peut-être pas Gog ou Magog. Je lui dis écoute le cours que j'ai fait sur Gog ou Magog, n'est-ce pas? Fais pouce bleu. Je lui dis écoute le cours que j'ai fait sur Gog ou Magog. Et tu me rappelles. Et il me rappelle et il me dit, mais en fait, peut-être pas parce que j'ai compris qu'en fait, Gog ou Magog, c'est le monde entier qui est contre nous. Et comme le monde nous soutient en ce moment, je fais, t'es mignon, attends 3 jours. J'étais gentil, je dis 3 jours. Voilà. Et évidemment, ça n'a pas loupé. Voilà. D'accord? Oui. Il est évident, Rabotai, c'est un sujet à part entière, la guerre de Gog ou Magog. Il est évident qu'à travers l'histoire, il y a un téléphone qui sonne, je ne sais pas qui il est. Il est évident, Rabotai, que la guerre de Gog ou Magog, qui est un sujet à part entière, il est évident que le monde entier, beaucoup de thèses ont été apportées, ont été proposées sur la période de Gog ou Magog. Certains ont invoqué, par exemple, Rommel, comme son nom ressemble à Romulus, qui est un des initiateurs de Gog ou Magog. Alors on a dit Romulus, Rommel, c'est la même chose. Mais en fait, d'autres même vont dire qu'il n'y a pas besoin, puisque vu les souffrances que le peuple juif a endurées, il n'a pas besoin d'avoir cette guerre. Ce qui est indubitable, c'est que cette guerre n'est en aucune manière une obligation d'être militaire, et d'autre part, elle ne peut se produire qu'après le retour du peuple juif sur sa terre. Donc la guerre de Gog ou Magog, en réalité, ça fait près de 76 ans qu'elle existe. Et elle ne fait que se refermer de plus en plus, se révéler de plus en plus. Si on avait besoin de quelque chose qui est passé à Simchat Torah, c'est clair, ça a révélé beaucoup de choses. D'accord? Mais je vous en conjure, si vous me permettez, ne croyez pas tous ces gens qui font un cours sur Gog ou Magog et on ne sait plus si c'est Gog ou Magog ou Star Wars. D'accord? Laissez tomber, ce n'est pas de chez nous. Nous, on n'a pas du tout cet engouement apocalyptique et ils vont mourir et trucs. C'est pas de chez nous. D'accord? Et c'est une des raisons pour laquelle, malheureusement, ça fait plus de vues, comme on dit, ça fait plus de buzz quand on dit ça va, il y a du sang partout, ça va être truc, et ça. Mais en réalité, c'est totalement absurde. Donc, il faut dire les choses, il faut étudier les choses. Et c'est pour ça que, modestement, on étudie ensemble ces textes pour comprendre de quoi ils retournent. D'accord? Mais le fait est, c'est que nous avons clairement une évolution du monde. Pourquoi la Révolution française ne pouvait pas découler sur quelque chose de positif? Parce qu'elle n'est pas rattachée au Kodesh. Ça ne peut pas marcher. Achab, dans ce contexte, il faudrait rappeler l'idéologie des fondateurs du mouvement sioniste. Ils avaient une idéologie utopiste à force d'être idéalistes et qui délibérément avait fait le pari d'identifier les objectifs moraux de la cité et ses objectifs politiques. On est persuadé que, voilà, le printemps, comme on dit, le printemps des nations, arrive une nouvelle ère. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on a eu une discussion, comme on dit, une dispute théologique, à travers les siècles, à travers un rave, entre un rave et en général, c'est-à-dire un apostat, ce n'était pas pour une volonté de dialogue. Hein? C'était, en réalité,
pour pouvoir, bien évidemment, mépriser le judaïsme et pour accroître le nombre de pogroms à l'égard des juifs. Certains vont me dire, mais aujourd'hui, le monde a évolué. La preuve, vous avez l'inauguration de la Pourri, là, et, enfin, de l'Ordan, et le fait est, c'est que j'ai lu ça, j'étais sidéré, il y a une volonté, vous savez, comment ça s'appelle la Sirge, c'est pas la statue qui est avec un gros nez crochu là. Oui, de la supprimer. La Surge, la Sirge. Mais c'est juif. Le gros nez, machin, tout, c'est encore une fois une image antisémite. Enfin, mais en plus de cela, il y avait cette idée, comme on le retrouve dans la cathédrale de Strasbourg, d'enlever la statue avec les yeux bandés, puisque vous avez deux statues de femmes, l'une qui est là pour dire elle a vu la vérité, puisqu'elle a vu l'autre bâtard comme Mashiach, et en face de cela, vous avez la statue juive qui, elle, ne voit rien, qui est aveugle. Alors, on a l'impression, ah, c'est beau, cet esprit fédérateur. Je suis navré de vous le dire, mais qui est à l'origine de vouloir encourager à supprimer ces statuts? Ce n'est pas les chrétiens, c'est le rabbin. Il faut se rendre compte de la bêtise, encore une fois, du sujet. Et à un moment donné, il faut dire les choses. La crête, le grand rabbin, okay. Le nouvel, ouais. Pardon? Oui. Je ne vais pas trop en parler, mais je pourrais vous écrire un livre sur ce que je pense sur le personnage. Et je sais ce que c'est malheureux. C'est très malheureux. D'accord? C'est très malheureux par rapport à, et je l'ai déjà dit souvent, c'est très malheureux par rapport aux Juifs qui ont été massacrés sur le parvis de Notre-Dame. En vérité, c'était un peu plus loin, ils étaient près de l'hôtel de ville de Daraba. Ils ont été massacrés. Donc l'idée même, brûler, massacrer les 54 livres de Talmud sur la place de Paris, vous avez Louis IX, il marchait mauvais effort, le fameux Saint Louis, on connaît toute l'histoire malheureusement, que les gens ont tendance à oublier ou ont essayé de ne pas connaître. D'accord? J'ouvre une toute petite parenthèse. Justement, j'évoquais la conférence à laquelle j'étais au débat, au panel avec le Rav Zini et M. Onfray. Et il y a un nouveau livre qui va sortir, que je vais essayer de dévorer dès qu'il sortira, sur l'antisémitisme de gauche. Il faut savoir qu'évidemment, l'antisémitisme de gauche, on a tendance à oublier depuis des siècles et des siècles. Et le fait est, pour le coup, c'est qu'il a voulu ramener des textes de différents personnages qui sont clairement antisémites, notamment Sartre, évidemment, et Alain, etc. Gallimard, qui était aussi une pourriture, ne refuse de lui donner la possibilité de publier cela pour ne pas salir l'image de la gauche bien pensante qui n'est pas antisémite. D'accord? On comprenne bien, encore une fois, comment est-ce que l'histoire, elle est facilement orientée. On m'a pas reproché, on m'a fait la remarque au début, tout début, quand on a commencé à étudier ensemble ici, sur le fait que, eh bien, ce n'est pas forcément ce que pense l'académie universitaire dans mon rapport à l'histoire. Comme si l'académie universitaire était détentrice de la vérité absolue et que le Manitou ou que la Torah de générale, bon, elle y participe un petit peu. Alors, je vous répète, non, ce n'est pas comme ça que je pense. Je pense avec l'idée que la Torah qui nous importe d'être comprise comme il se doit, elle est la source de la vérité. Et Dieu sait combien l'université est totalement subjective et a transmis des valeurs qui se voulaient parfois aller à contre-courant avec ce qui se passe dans les faits. D'accord? Et ça, c'est un postulat essentiel. Donc, on a l'image, c'est le paraître. C'est ça qu'on va nous dire. Quand on a une idéologie, pour le coup, Herzl va écrire dans Altneuland, on n'a pas à apprendre des valeurs de la France. On en a trop appris des valeurs de la France. Il dit ça en 1895. On s'est reçu des claques par la France. Il dit ça en 1895. Donc, c'est pas Vichy, c'est pas aujourd'hui, c'est pas Dagobert qui était une pourriture, c'est pas Philippe le Bel, c'est pas Louis XIV, la révocation de Dinant. Non, en 1895, il dit clairement ce qu'il pense de cet humanisme français et des dangers qu'elle risque d'encourir. J'avais fait un cours sur l'unique réponse, on a encore le temps avec le DTV, mais sur l'unique réponse à la Shoah, et j'avais rapporté les propos du Rav Kaplan, si je ne dis pas de bêtises, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, il fait la dracha dans la synagogue de la Victoire. Il dit, comment est-ce qu'on est arrivé, nous, avec les vertus défendues dans ce pays d'Abraham, de la ligature de Yitzhak, juste après avoir mis l'étoile jaune, parce qu'ils commencent à avoir l'obligation de mettre l'étoile jaune sur le vêtement. Mais quelle surprise! Mais il n'y a pas de surprise!
Quand on connaît un minimum l'histoire de France, je suis navré, il n'y a pas de surprise. Mais il y a un vœu pieux, utopiste. On ne sait jamais. Ils vont comprendre. Et c'est pour ça qu'évidemment, je n'ai pas la réputation de caresser dans le sens du poil. Je vais exactement à l'inverse. Ça ne rentre pas. Maintenant, le problème, c'est ça. Bien entendu, lorsqu'ils ont été confrontés à la réalité, de tels idéaux ont dû faire leurs preuves. Mais il est indéniable que sans aucune exception, les fondateurs du sionisme ont voulu identifier la politique à l'éthique et allier des idéaux de justice sociale pour les Juifs et pour l'humanité tout entière. Ceux qui ne l'ont pas en tête, ceux qui ne l'ont pas en tête, vous savez que quand Ben Gurion il vient déclarer l'indépendance de l'État d'Israël, il est le chef du comité. Abotai, c'est le Comintern. On est dans l'esprit communiste. C'est le premier secrétaire du parti, Ben Gurion. On a une idéologie derrière. C'est pas un vœu pieux que je ne reproche pas. Mais qu'on soit conscient, il y a une idéologie, une volonté de vouloir être fraternel avec les populations environnantes, etc., etc. Le droit à la terre. Achab. Et donc c'est ça. Le premier sens du kibbutz, c'est d'abord, après ils se sont rendus compte assez rapidement que ça ne marche pas, mais pendant des années, les premières années du kibbutz, il y avait une volonté que le monde entier soit kibbutz. Il y avait des goïms qui venaient se porter volontaires dans le kibbutz pour participer à ce projet humaniste exceptionnel. Mais le kibbutz ne pouvait que tomber. Le Rav Kook l'enseigne 80 ans avant, quand le kibbutz est à peine dans ses balbutiements, le Rav Kook parle déjà de la chute future des kibbutzim. Parce qu'encore une fois, il n'est pas possible que la situation politique, que la situation étatique soit responsable de la moralité de l'individu. Ce n'est pas envisageable. De la même manière qu'il ne serait pas envisageable, et je l'avais déjà évoqué, d'attendre du pays qui nous donne de l'argent. Non, ça ne marche pas comme ça. L'État juif qui s'assume n'est pas un État qui veut créer des assistés. La responsabilité du dirigeant de l'État juif, c'est de permettre aux Juifs d'avoir un travail pour subvenir à leurs besoins. C'est ça la responsabilité. On n'est ni communiste, ni capitaliste, ni socialiste. C'est fondamental de bien comprendre ces notions-là. Et de payer cet impôt. Mais la question ne se pose même pas. Non, le kibbutz en tant que tel, il se veut avoir une certaine autonomie. Mais de manière générale, il ne serait pas envisageable, et Dieu sait combien aussi j'ai eu tout raison de l'évoquer, il n'est pas envisageable de critiquer l'existence même de l'État et des infrastructures qu'elle propose, et qu'en parallèle, eh bien, ça ne nous pose aucun problème de marcher sur les routes, de prendre le bus et d'aller voir le médecin. Moi, j'ai un problème avec ça, un problème d'ingratitude, encore une fois, à l'égard de ça. Ce qui poserait problème par rapport à cela. D'accord? Mais encore une fois, on aura le temps d'y revenir. Le fait est, donc, des idéaux de justice sociale pour les Juifs et pour l'humanité tout entière. On est frappé, en lisant l'État juif de Théodore Herzl et par la phrase où il dit que dès que les Juifs auront retrouvé leur indépendance, ils devront aider de toute leur force les peuples colonisés. Rabotai, c'est Herzl qui parle. Et il a dit bien plus que ça. Vous avez des réalités. Encore une fois, la volonté du peuple juif en retrouvant sa terre, c'est de permettre à toutes les peuplades de retrouver leur indépendance et de retrouver leur cohérence sur leur terre. Le grand renouveau, c'est que nous, on a été en exil pendant 2000 ans et qu'on est revenu chez nous. Alors que toutes les populations colonisées, eh bien, étaient colonisées par colonisateurs, mais elles étaient présentes sur place. N'est-ce pas? Et en particulier les peuples noirs, afin que ceux-ci parviennent à se libérer. Quand on dit se libérer, c'est-à-dire à la fois se libérer, eh bien, physiquement, mentalement, économiquement parlant et politiquement parlant. C'est fondamental. D'accord? Ceux qui pensent, excusez-moi de le dire, ceux qui pensent, et c'est un leurre, ceux qui pensent que les pays africains sont indépendants, comme j'ai coutume de dire, ils se foutent un doigt bien dans l'œil. Oui. Il y a une dépendance fondamentale des populations africaines pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, à l'égard du bon blanc. C'est Aimé Césaire.
avec la négritude. C'est-à-dire, bon, c'est une pourriture par rapport à Israël, mais au moins, ce qu'il a dit là, sur le coup, c'est vrai. Remarque, David, je te signale que depuis peu, Macron a décidé de quitter le Tchad. Donc le Tchad, il sera plus sous domination française. Non, non, il faut respecter les populations. Voilà. Allez, on a compris l'idée, encore une fois. Ça touche, encore une fois, cette réalité-là, cette réalité morale, bienveillante de la part d'Israël, on le voit bien, touche le monde entier en réalité. D'accord? Et en particulier, il y a les peuples noirs. Il y a là l'intuition que l'on était au bord d'une grande époque d'émancipation des peuples colonisés. Comprenez bien que on avait déjà un petit peu évoqué le nom de Benjamin Ze'ev Herzl. Quand je dis Zichron Livracha, alors que vous entendrez dans d'autres contrées ou dans d'autres écoles des propos parfois très injurieux Hashem Yerachem à l'égard de Herzl, ce qui n'est pas mon cas. D'accord? Je fais un peu de pub en même temps. Il y a un cours sur Herzl très intéressant qui détruit tous les mythes qu'on a pu dire sur Herzl. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Herzl? N'est-ce pas? Et on a dit qu'il était mort d'une maladie sexuelle, d'une syphilis, alors qu'il est mort, ce pauvre type, il est mort à l'âge de 40 ans d'un arrêt cardiaque. C'est-à-dire, il est mort d'un arrêt cardiaque, de fatigue, il est mort. Et on ose dire qu'il est mort, encore une fois, d'une MST, évidemment pour détruire totalement le personnage. On ose dire qu'il voulait l'Ouganda, on ose dire qu'il voulait un État qui soit, encore une fois, un État d'asile pour Israël, alors que vous voyez de quoi il parle ici, ce que Manitou cite. On parle de quelqu'un qui a une idéologie en voulant retrouver un État, c'est redonner le sens, le cœur même de l'humanité. À Botaï, c'est celle qui parle, c'est pas Avraham Avinu. Mais la finalité est profondément aisée. Mais malheureusement, je tiens à vous le préciser, quand Herzl va aller voir le grand rabbin de Paris, le Rav Isidore Cohen, comprenez un petit peu l'environnement dans lequel il évolue. Si je m'arrête 2 secondes sur Herzl. Eh bien, le Rav Isidore Cohen va lui dire, mais le peuple juif est mort. Il ne va rester que son souffle. C'est ça le soutien qu'il a pour son projet sioniste. Il n'a pas de soutien. Le soutien va venir progressivement. Il y a 2 grands maîtres, Baruch Hashem, qui ont osé tenir des propos beaucoup plus nobles. Et vous comprenez la situation du peuple juif et du judaïsme en particulier. Eh bien, et cela, il y a plus de 200 ans maintenant. Nous avons affaire à une réalité qu'aujourd'hui, on a du mal à entendre. Je suis suffisamment jeune pour ne pas avoir connu le monde sans l'État d'Israël. Mais sans vous faire offense, je pense qu'une partie d'entre vous a connu peut-être 1 an ou 2 sans l'État d'Israël. Aujourd'hui, ça paraît une évidence, ce transformation, ce bouleversement que représente l'État d'Israël. Et on prend ça à la légère. Mais non, on ne peut pas prendre ça à la légère. Parce que c'est un peuple qui a été exilé de chez lui pendant 2000 ans. Et qu'en plus de ça, il n'a pas une volonté, comme vous le voyez ici, il n'a pas une volonté d'y revenir juste pour fuir l'antisémitisme. Pour ceux qui veulent aujourd'hui veulent lui imputer, ça serait ça le sens de l'État d'Israël. Non, il vient avec une idéologie qui se veut bénéfique à l'égard même des populations les plus ennemies qui nous entourent. C'est ça que nous avons devant. Mais on va citer Rav Kook tout à l'heure, donc ça va s'avérer encore plus clair. En tous les cas, avec le projet sioniste, lié aux idéaux de révolution française, il s'agissait, si l'on met à part les tentatives de phalanstères ou les projets des Mormons, par exemple, d'un projet politique radicalement différent de ce qu'on avait connu dans la situation occidentale. Il ne s'agit pas, vous savez, c'est toute la problématique qu'on dit notamment dans la Megillat Echa, à la fin, sur Chadesh Yemenu Kekedem, n'est-ce pas? Ramène-nous au jour d'antan. Mais en aucune manière, on veut revenir au d'antan au sens jadis du terme, n'est-ce pas? Je n'ai pas du tout l'espoir de me rhabiller Angers là-bas comme peut-être s'habiller mon arrière-arrière-arrière-grand-père, parce que je ne pense pas qu'il avait un Streimel. Du côté de ma femme, il y a plus de chance, mais chez moi, c'était plus compliqué. Aval, encore une fois, on n'a pas du tout affaire à cela. Revenir au temps d'antan, une fois, je me rappelle, j'avais demandé à un de mes maîtres, est-ce qu'on veut revenir à l'époque de Adam Arishon avant la faute? Et il m'a dit, bien plus que ça, bien au-delà de cela. C'est à cela qu'on aspire. Donc, vous comprenez que revenir au projet divin originel, ça ne veut pas dire revenir en arrière, c'est la nostalgie du futur. C'est la nostalgie du projet tel qu'il doit être. Et je répète, ça peut vous sembler totalement utopique, sauf si
il n'y avait pas un créateur nommé Yudke Vavke qui nous l'avait annoncé lui-même. C'est ça que ça veut dire. On est totalement des fous alliés. Mais cette folie-là, elle n'a de sens que parce que justement, elle amène vers cette réalité espérée. D'accord? Et c'est pas on y croit, c'est on le sait. Comme j'aime à le dire, la vraie question n'est pas de savoir si nous allons reconquérir du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï, c'est pas ça la question. Est-ce que nous allons reconstruire le Beth Amikdash ou non? C'est pas ça la question. C'est de savoir quand est-ce qu'on va le faire. Et surtout, est-ce que j'aurai le privilège que mes enfants ou mes petits-enfants pourront y participer? C'est ça la seule question qui nous occupe. Mais de savoir si notre histoire a un sens, il y a un moment donné, si on est encore en train de discuter, attends, mais c'est la délivrance ou c'est pas la délivrance? Il y a une solution. Vous ouvrez la fenêtre et vous regardez. Ceux qui sont aveugles, malheureusement, semble-t-il, puisqu'on dit dans la Tefila, Techezena Beshuvechat Tzion, fais en sorte que nos yeux soient capables de regarder le moment où tu reviens à Tzion. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de dire ça dans la prière? Maintenant, on le comprend, parce que vous avez des gens aveugles, malheureusement. Ils ne voient pas ce qui se passe. C'est quand même incroyable qu'en 2 secondes, on a récupéré le Khéramon syrien, enfin, qui est pas syrien, mais en tout cas, qui est pour l'instant qui est en Syrie. J'ai un élève qui m'a envoyé un message. Arabe, c'est bon. À quel bruit vous avez écouté, on va skier. Non. J'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir aller skier. Je le dis tous les cours. J'attends qu'on puisse reconquérir le Liban pour que je puisse aller skier. Et bien, que je il est en train il entend. Fabuleux. Non, c'est la chose qui me manque, c'est le ski. Moi, le reste, je m'en fous. Mais comme après, on va concourir, Courchevel, les 2 arbres, Valtoral, donc ça va. Ça, c'est Milchamé très chaud. Quand on aura tout fini, on s'occupera de. Donc, en tous les cas, pour résumer, le texte du Rav Kook que j'évoquais au début, il va en parler plus loin. On voit bien qu'il y a une correspondance entre les grands rythmes de l'histoire d'Israël et les rythmes de l'histoire universelle. Rabotai, en aucune manière, on a été choisi parmi rien. En aucune manière, nous avons une aspiration à détruire le monde. C'est Bachar Banu Mikola Amin. Donc, on a été choisi parmi les peuples. Donc, il y a des peuples qui existent. Mieux que ça, dans les fêtes, pendant la période des fêtes, quand on fait le Kiddush, vous aurez certainement remarqué qu'on dit Bachar Banu Mikola Am. On n'a pas dit Mikol Amim, on a dit Mikol Am. C'est-à-dire qui nous a choisi parmi l'idée générique, j'ai envie de dire, si je traduis comme cela, parmi l'idée générique d'un peuple, quel qu'il soit, qui a pu exister, qui existe ou qui existera. Demain, vous allez avoir un martien qui va arriver, puisque tout le monde s'intéresse à savoir s'il y a des martiens. Mais demain, il y a des martiens qui vont arriver sur Terre et ils vont nous demander qui nous sommes. Et alors, on va leur dire, voilà, c'est grâce à nous que vous existez. D'accord? Et nous, on va leur répondre, mais c'est marrant, je vois que vous avez des martiens avec des bijoux, avec des bagues et certains sans bagues. Ah non, ça, c'est les juifs. Voilà. Mais encore une fois, l'idée clairement développée, c'est que l'existence même de toute création à venir passer, ce que vous voulez, elle n'a de sens que parce qu'il y a un cœur qui bat. Et ce cœur, c'est nous. C'est ça que ça veut dire. Et encore une fois, mais c'est vraiment avoir la grosse tête, c'est vraiment être ethnocentriste. Alors, réponse, non, c'est pas ethnocentriste, c'est théocentriste. Tu as une complainte, tu as te plaindre. Akash Bourou est raciste. Je suis pour rien. Akash Bourou, il a dit, je me suis créé un peuple qui va me louer. Amzou yatsartili, teilati et sapero. Certaines se prennent la tête la semaine dernière avec la parashat de Vaïtse, pas Vaïtse, c'est avant même Vaïtse, avec Toldot, oui, c'est après Toldot, avec la bénédiction que reçoit Yaakov au lieu de Esav, il y a peut-être un mensonge, mais Rabotai, il ne faut pas se prendre la tête, on a Malachi, le prophète Malachi dit, Akadosh Baruch Hu dit, Yaakov, je l'aime, Esav, je le hais, c'est tout, c'est fini. Qu'est-ce qu'on discute 3 heures? Non, mais est-ce qu'il a agi moralement? Ça, c'est la maladie psychologie du juif. On est des masochistes. On aime se frapper. On aime se flageller. Ben non, on arrête de se flageller. Akash Baruch Hu, il a dit, tu vas à gauche. Akash Baruch Hu, il a dit, t'es mon peuple, je te kiffe, je t'adore, truc. Arrête de te prendre la tête. Non, mais est-ce que tu m'aimes comme...
Non, c'est normal, puisque Am Israël, bon, je sais pas, je veux dire, Am Israël, comme c'est la femme d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le Khatan, donc la femme, évidemment, tout le temps, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu truc. Voilà, c'est le problème. C'est la petite phrase machiste quand il faut. C'est ça. Donc, c'est un moment extrêmement important de l'histoire d'Israël, mais pas que, lorsqu'après 2000 ans d'exil, on commence à penser à l'idée du retour des exilés et à la reconstitution des communautés dispersées en nations sur la terre d'Israël et dans le cadre d'un État. Dois-je le répéter, tous ceux qui sont montés en Israël et qui croient maladroitement qu'ils n'ont fait simplement qu'un déplacement, une relocalisation géographique, je suis navré, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas un déplacement géographique, c'est bien plus que cela. C'est la restructuration, c'est la renaissance de la nation à laquelle nous aspirions depuis 2000 ans. On n'a pas dit l'an prochain à Jérusalem, encore moins à Brooklyn, encore moins à Ouman. On a dit l'an prochain à Yerushalayim. Sous-entendu, l'an prochain en Eretz Israël. N'est-ce pas? Ça, c'est une évidence. Oui, mais on a dit l'an prochain à Jérusalem avec que des gens qui ont une kippa et la barbe. Non, on n'a pas dit ça. On a dit l'an prochain à Jérusalem. On est en Eretz Israël, c'est tout. C'est pas qu'un déplacement géographique. Et le problème que cela encourt, c'est le fait que vous avez justement des Israéliens qui décident pour mille et une raisons d'aller s'installer, provisoirement ou pas, en général c'est provisoirement, en dehors d'Israël, en France, en Allemagne, où vous voulez. Et ils n'arrivent pas, alors qu'ils sont juifs, ils n'arrivent pas à parler la même langue avec les communautés juives, par exemple, de françaises. C'est quoi la même langue? Ils vont parler français. Ils vont parler les français. Mais le fait est, c'est pas un hasard s'ils n'arrivent pas à parler la même langue. Parce que la communauté juive, elle vit en général sous le prisme de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Alors que l'Israélien qui va partir s'installer en France, il vit avec le prisme de la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Donc il y a un décalage. Et le décalage, il ne fait que grandir, que grossir. Ceux-ci parlent du judaïsme comme étant une réalité du passé, alors que ceux-là parlent du judaïsme en tant que réalité tournée vers l'avenir. Et donc, le dialogue que Dieu préserve est presque impossible. Ou alors, il faut justement repenser. Mais en aucune mesure, on pourrait se dire, ah, jadis, le judaïsme était mieux pratiqué. Quelqu'un qui a dit une fois, j'étais à la consolation, la consolation des endeuillés, et il l'a mis en question, il avait quelqu'un qui est venu de France, et qui commence à dire, on sent beaucoup mieux les fêtes en France. Grande phrase. Et le copain en question, qui était endeuillé, il m'a vu, il savait que ça allait partir. Donc, évidemment, je lui dis, c'est logique. Parce qu'en France, c'est la théorie. Donc, c'est facile de faire la théorie. Mais quand on vit en Eretz Israël, c'est la pratique. Là, on est dans le concret. Donc, on peut effectivement sentir les fêtes. Moi, je sens, par exemple, Harry Potter quand je suis en France. Mais quand on revient en Eretz Israël, on n'est plus chez Harry Potter. On est là, dans le concret. Donc, c'est une dimension encore plus importante, encore plus dense. Tu peux rester un bonsaï, alors que quand tu reviens en Eretz Israël, tu deviens un chêne. C'est compliqué de vouloir rester bonsaï toute sa vie. Bref. Non, quand j'entends des bêtises, j'ai malheureusement une tendance à réagir. Voilà. Mais c'est important, il faut le dire. Parce que ce n'est pas possible de dire du mal d'Israël de quelconque manière que ce soit. D'accord? Encore une fois, on commence à penser l'idée du retour des exilés et la reconstitution des communautés dispersées en nations sur la terre d'Israël dans le cadre d'un État. Pendant 2000 ans, nous avons pensé le judaïsme en termes de passé ou éventuellement de futur prié, choyé, mais jamais en présent. C'est la première fois depuis que nous sommes partis en exil il y a 2000 ans que nous pensons Israël au présent. On réfléchit sur le sens de notre nation au présent. Que ce soit pour prendre le bus, que ce soit pour telle manifestation, que ce soit pour l'avenir, encore une fois, d'Israël. On est dans le présent.
Combien de fois je suis confronté à des gens à qui on parle du Beth Amikdash, à qui on parle de sacrifice, à qui on parle de plein de choses, et alors que parfois souvent, ce sont des juifs qui font la prière, qui savent, ou en tout cas, qui prient malgré tout. Mais non, mais le Beth Amikdash, c'est loin, mais c'est pas loin, tu es en train de le demander tous les jours. Tu veux le Beth Amikdash ou tu ne veux pas le Beth Amikdash. Mais ne perds pas ton temps à blablabla si tu ne souhaites pas. D'accord? Je crois d'ailleurs qu'il faut faire une distinction entre l'État, qui est l'outil, l'instrument formel de l'existence de la nation juive, et la nation elle-même. Ah, vous n'avez pas? Non. Ah. Donc, on a dit l'État qui serait un outil, ou qui serait en tous les cas, voilà, donc un moyen pour permettre à la nation d'exister, et la nation elle-même. On n'a jamais cessé d'être un peuple, comme dit Haman, on n'a jamais cessé d'être un peuple, puisqu'on était un peuple séparé et divisé quand on était en exil. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes demeurés un peuple. N'est-ce pas? Et on va voir, Manitou va en parler dans quelques minutes de cette implication-là. Ce qui s'est produit avec le sionisme, c'est beaucoup plus que la refondation d'un État juif. C'est la reconstitution de la nation hébraïque à partir des communautés dispersées. Nous rentrons dans Vaïshlach, c'est-à-dire que dans quelques semaines, on aura Vaïgash. Avant Vaïgash, on a la fameuse rencontre au sommet entre Yosef et Yehuda. Yosef reconnaît ses frères ne le reconnaissent pas. On est en plein là-dedans. Ça, c'est pareil. La dispute qui a existé entre les frères de Yosef et Yosef, ceux qui croient que oui, il a jalousé, c'est à cause de la tunique que lui a acheté son père, et donc Yosef, il a suscité la jalousie de ses frères, et ses frères, t'es pas gentil, t'es pas bien, mais c'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. J'ai fait 10 cours juste sur cette paracha, juste sur cet épisode, en scrutant chaque mot. La vraie problématique, qui est encore une fois, qui est l'indice, qui est l'ADN de la problématique d'Israël, c'est de savoir si justement nous sommes un peuple par le biais de la prophétie ou nous sommes un peuple par le biais de la Torah. Est-ce que nous sommes, pour pouvoir mieux nous protéger, pour pouvoir mieux être, devons-nous demeurer en Eretz Israël ou au contraire, il faut influencer le monde, devons-nous être parmi les nations? Vous avez ici deux idées qui sont contradictoires, a priori contradictoires. C'est la dimension de Yehuda face à la dimension de Yosef. Mais il est impératif de savoir comment construire cette nation. Et ça doit impliquer les deux. Mais la problématique, c'est qu'on est Yaakov Avinu, le père de la nation hébraïque, toutes ces valeurs sont en train de se mettre en place. Sauf que, sachez-le, Yosef, pour le coup, quand c'est pas un hasard si le Gaon de Vilna rappelle que Yosef Gematria Sion, quand Yosef il est en Égypte, de la tête aux pieds, c'est un hébreu. Lui, il arrive à être hébreu. Mais tous ceux qui sont autour de lui, c'est peine perdue. C'est ça qui est très compliqué. Mais encore une fois, c'est un sujet à part entière. Je vous donne juste des bribes. Je vous dis, quand je dis que j'ai fait, je crois, 10 cours entre Yosef et Yehuda, il faut comprendre le fond. Quand vous avez Tamar et Yehuda, qui est un autre épisode dramatique, là encore, j'ai fait, je crois, 4 ou 5 cours sur le sujet. Parce qu'il faut, encore une fois, à mes yeux en tout cas, il faut aborder les choses en profondeur. On ne peut pas aborder les choses avec légèreté quand on parle des fondateurs de la nation hébraïque. Parce qu'ils ont une implication jusqu'à aujourd'hui. Des communautés dispersées, ce sont des frères qui doivent arriver à se retrouver. Vous savez que quand mon épouse, elle est partie en Shirut Leomi, en service à l'époque, et qu'elle est partie dans le Nord, il y a quelqu'un qui a dit à mon beau-père, t'as pas peur qu'elle te ramène à Séfarade? D'accord? Et mon beau-père a dit, mais j'en rêve. Voilà. Ben, il a eu le beurre et l'argent du beurre. Et vous vous rendez compte? Parce que malheureusement, oui, encore le beurre est... C'est ce que beaucoup de Juifs ont ressenti et qui explique à la fois l'adhésion au sionisme de la majorité du peuple juif et la manière spécifique dont les nations du monde sont en relation positivement ou négativement avec l'État d'Israël. Combien de fois j'ai eu l'occasion de l'évoquer? Tous les goïms les plus antisémites au possible,
mais je les bénis, ces types. Pourquoi je les bénis? Rassurez-vous, ils sont pourris, hein, c'est pas, je sais pas d'où je bâche les poules, donc je les bénis. Non, mais surtout parce qu'ils sont conscients de quelque chose que certains juifs ignorent. Quand un antisémite dit à Finkielkraut, retourne dans ton pays, à Tel Aviv. Bon, la première partie de la phrase, il a raison. À Tel Aviv. Maintenant, on est très content qu'il y ait de l'antisémitisme, pas seulement en France, en Amérique. Écoutez, je suis navré, je vais vous dire, je suis navré, malheureusement, qu'un certain nombre de juifs ont besoin de ça pour foutre le camp. D'accord? Je suis navré de cela. Vaï beshalach paro. Pourquoi vaïhi? Parce qu'il a fallu que Paro nous foute dehors, sinon on ne serait pas sortis. Les 4/5e sont restés en Égypte. On ne comprend pas à quel point le rôle de la nation hébraïque est essentiel non seulement pour lui-même, mais est essentiel pour l'humanité tout entière. Donc tous les Juifs, quels qu'ils soient, ont cette nostalgie, ont cette fibre qui les rattache à l'État d'Israël, qui les rattache à Eretz Israël. Évidemment, tant qu'ils n'ont pas essayé de la gommer le plus possible. Tu vois? Quand j'entends, comment s'appelle-t-il ce couple-là? Quand j'entends Éric Zemmour et Sarah Knafo, vous connaissez ces gens, comment on dit en yiddish? Sahlam. C'est pas possible. Comment est-ce qu'ils peuvent? Et je suis sûr qu'ils sont sincères. C'est des bons juifs d'Algérie. Ils sont sincères dans leur démarche totalement tordue. Pas grave, mais il faut se rendre compte de la gravité. C'est exactement cela. Mais l'homme est gêné. Il est à l'école juive, il était à Lucien, Éric Zemmour. La problématique de fond, c'est cette capacité universelle qui existe dans le peuple juif et qui automatiquement le met en danger. On est tellement prêt, sincèrement, à être tourné vers l'avenir qu'on est prêt à se suicider pour l'autre. Va dire le natif de Vologine, si je ne l'ai pas cité, dans un article qu'il a écrit, Mahamar à la antisémitismus, un article sur l'antisémitisme. On est au fin 18e, début 19e. Et il écrit sur le verset qui est le verset central, Am levada dishkon bagoim lo itrashal, le fait que le peuple soit isolé, qu'il ne doit pas prendre en considération les nations. Et le natif explique ce verset de la manière suivante, c'est à la différence des autres peuplades. Quand elles veulent résister, quand elles veulent subsister, elles ont besoin de se mélanger aux nations. Israël, c'est l'inverse. Am levadad, quand on est tout seul dans notre propre ghetto choisi, on va continuer à résider. Mais quand on ose imaginer que nous allons nous mélanger aux nations pour mieux exister, afilu agoim lo itrashvu becha. Même les goïms, ils vont dire, t'es pas un vrai juif, toi. C'est ce qui se passe. La réflexion de Sartre au tout début avec quel juif il a connu? Chagall, Arnold Schoenberg, des juifs qui étaient totalement judaïsés. Ça, c'est une expression Béni Lévi, le juif déjudaïsé. Mais c'est cette réalité-là. On perd son identité. Les gens s'interrogent pourquoi est-ce que les communautés juives en dehors d'Eretz Israël sont en train de mourir progressivement. Mais pas que pour ça. C'est inévitable. C'est inévitable. Parce que là où le judaïsme, encore une fois, trouve sa place lumineuse, désormais, c'est en Eretz Israël. Donc, toute forme de judaïsme en dehors d'Eretz Israël, elle essaie de se raccrocher à quelque chose qui n'a pas d'autre solution qu'à plus ou moins long terme, de disparaître totalement. Pas en moitié, totalement. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, vous savez pertinemment que la majorité des Juifs étaient en dehors d'Eretz Israël. Les 4/5e qui étaient en Égypte, ils sont où aujourd'hui? C'est fini. Toutes ces mutations d'identité qui se sont succédées l'une après l'autre, en fait, il nous est demandé, est-ce que tu veux faire partie du peuple vivant? Du peuple qui est rattaché à la vie. Bacharta Bachaim. C'est le sens optimal. Donc, c'est un fait. Personne, je poursuis le texte, personne ne juge l'État d'Israël de la même manière que les autres États. Je vous rappelle, c'est écrit dans les années 80-90. Okay? Parce qu'il y a là une nation très particulière, une nation qu'on est absolument incapable de juger de la même manière que les autres. Pas besoin d'expliquer, c'est tellement clair, voyons. Disons-le d'emblée, on prétend souvent qu'il y a un lien de cause à effet, ça c'est une phrase très importante, entre la Shoah et l'État d'Israël. C'est un leurre, c'est un acte d'antisémitisme
il faut le savoir, de rattacher la Shoah à l'État d'Israël. La Shoah est une tâche dans la festivité qu'aurait dû représenter Yom HaAtzmaut. Quand j'ai dit une tâche, ce n'est pas de mépris que Dieu préserve pour les frères juifs. C'est une souffrance, mais insoupçonnable. Jamais il faudrait oser comparer, c'est très à la mode maintenant, c'est tellement galvaudé. Chaque événement qu'on traverse, ça rappelle la Shoah. Rabotai, en aucune manière. Il y a plus de 100 ans, nous n'avions pas d'armée. Nous avons une armée qui se bat aujourd'hui. Simchat Torah ou pas Simchat Torah. Il y a au nouveau musée de Yad Vashem, que j'appelle nouveau parce que par rapport à l'ancien, mais au nouveau musée de Yad Vashem, il y a quelque chose qui m'a profondément choqué. Le musée, vous savez, c'est un couloir comme ça, ceux qui sont allés. À la fin, vous avez l'État d'Israël. Mais c'est absurde. Et historiquement parlant, c'est faux en plus. Parce qu'après la Shoah, qu'est-ce qu'on a fait? On a jeûné, on était dans des bateaux, dans des situations catastrophiques, et on n'a pas eu l'État d'Israël. Ceux qui n'y sont pas allés, c'est l'occasion pour vous de vous recommander cette visite. Athlète, allez à Athlète, au Machane Plitim, au camp là-bas, aux gens ils viennent d'arriver, on leur dit séparez-vous hommes et femmes, vous avez le virus, il faut vérifier, mettez un pyjama bleu, histoire d'Auschwitz. Exactement. Ça, c'est nos amis que nous aimons tant, les Britanniques, les Anglais, qu'on aime tant. Et qu'à cause de la Shoah, il faudrait juger Israël de façon particulière. Il faut écarter cette thèse. Tant qu'on sera convaincu que nous sommes là parce que nous avons vécu la Shoah, eh bien, nous sommes une insulte à l'islam. Oui, parce que les Arabes vous disent quoi? D'abord, ils mentent, parce que là aussi, on se rappelle du Moufti de Jérusalem, cette pourriture. Donc, c'est pas que non plus ils sont, ils sont pas blancs, comme on dit, c'est le cas de le dire. Mais le fait est, c'est que les Arabes disent, ce qui vous est arrivé à la Shoah, c'est l'Europe. Ça n'a rien à voir avec nous. Donc, ils se sentent insultés qu'il y ait un bastion occidental, une enclave occidentale, qui s'installe sur leur terre. Donc, c'est une absurdité. Et on fait un lien entre les deux qui ne doit pas avoir lieu d'être. Nous sommes là parce que nous sommes rentrés à la maison. Me dit Manitou, il faut écarter cette thèse. C'est une erreur extrêmement profonde de penser qu'il y aurait une relation quelconque de cause à effet entre les deux. Il y a une relation chronologique. C'est un fait établi, puisque c'est comme ça, il s'est passé avant, c'est passé après. Mais d'abord, le retour en terre d'Israël a été bien avant la Shoah. Quand on fera l'article sur la Shoah, on parlera de cela de plus abondamment. Il y a simplement une relation de contemporanéité. C'est juste la pause. Ce sont deux événements qui se produisent pratiquement en même temps dans l'histoire juive. Le fait que l'État soit apparu quelques années après la Shoah a facilité son installation, étant donné le choc ressenti par les nations, d'où l'attitude des Nations Unies. En gros, ça a permis le côté, parce que les chrétiens, évidemment, aiment beaucoup cette idée de soutenir celui qui souffre. C'est totalement chrétien, n'est-ce pas? Donc, on nous aime à Simchat Torah. Vous voyez? Le lendemain, c'est fini, nous sommes le bourreau. D'accord? Ça, c'est une conception ils ne sont pas encore libérés. Donc, on nous aime quand on souffre, donc il faut que nous, ce vœu paternaliste, nous allions les soutenir. Bien fait. Ça dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps d'abord. Il se prosterne devant un juif mort. Même les juifs quand ils sont morts. Voilà. Vous avez un enseignement que j'aime souvent citer, c'est quand le Rav Kook est coincé en Angleterre. Vous avez parlé de ça déjà? Le Rav Kook, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un peu après, il est coincé en Angleterre. Et quand il est coincé en Angleterre, il y a vous savez, le Balfour, la déclaration Balfour qui est passée, et Balfour réunit ceux qui ont été acteurs dans cette renaissance du foyer juif. À ce moment-là, le Rav Kook est déjà installé en Israël, mais il est parti en Angleterre, il s'est retrouvé coincé là-bas. Et il invite tous les participants, dont le Rav Kook. Et le Rav Kook monte à la tribune et parle. Et il dit un truc qui est fondamental. Il dit à Balfour, je ne te dis pas thank you. Merci beaucoup. Je te dis congratulations. Je te dis mazal tov. On aurait pu s'attendre, a priori, à ce que le Rav Kook dise quand même à Balfour, merci, bon monsieur. Non, rien du tout. Il lui dit congratulations. Pourquoi?
Parce que grâce à nous, maintenant, tu as une part dans le monde futur. Vous comprenez la nuance? C'est fondamental. Le retour du peuple juif en terre d'Eretz Israël est une évidence. Et on n'attend pas la coordination pour revenir. On revient parce qu'il est temps de revenir. Achab, ceux qui ont envie de m'interroger sur les 3 adjurations dans le Shira Shirim, alors à une autre occasion. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle, encore mieux, oubliez ce que j'ai dit. On aura l'occasion d'en parler. Non, j'attends la contradiction, mais il n'y a pas. Alors c'est bien, d'accord ? Oui, c'est ça. Mais la justification de l'État ne saurait se trouver dans la Shoah. Oui, on peut plus clair. Je crois que le monde entier sent confusément qu'il faudrait inventer d'autres critères pour juger la moralité d'Israël. À l'échelle individuelle, pour juger l'Israélien dans ses actes, il ne faut pas bien sûr des critères différents, car un code peut arriver à faire coïncider moralité et légalité. En aucune manière, il serait envisageable qu'un juif qui soit un brigand en dehors d'Israël, eh bien, soit amené en Israël et qu'on a une sorte de présupposé qu'en Israël, il va être un homme droit et honnête et qui n'a pas volé. Tout ce que je dis, bien évidemment, c'est de la théorie, parce que ça n'existe pas, mais de manière générale, si jamais il y avait des juifs qui étaient des magouilleurs en France et qui soudain, ils arrivent en Israël, oh, c'est les tzaddikim. Bref. D'accord? Ça n'a pas lieu d'être. Non, c'est une légende, ça n'existe pas. Mais à l'échelle collective, oui, il faut d'autres critères. À l'échelle individuelle, évidemment, qui vole un juif, vole un goy. Qui vole un bœuf, parfait. Mais d'un point de vue collectif, il y a une responsabilité beaucoup plus grande. D'accord? C'est toujours assez fascinant de voir que cette dernière année, je suis à chaque fois perplexe de voir où est-ce que les journalistes et tous les médias internationaux ils trouvent la perle rare, l'Israélien, le juif qui va cracher sur Israël avec véhémence comme pas possible. C'est impressionnant. On en a eu un, tous ces chefs d'état-major qui se sont révélés comme étant catastrophiques l'un après l'autre. On en a eu un qui est en train de parler de purification ethnique à Gaza. Mais alors tout le monde voilà, se congratule. Voilà, il est. Voilà. Donc c'est vrai. Donc c'est vrai, puisque voilà, c'est un juif, ministre de la Sécurité. Bon, il a peut-être un petit peu un ego surdimensionné. C'est possible. D'accord? Quand je dis c'est possible, je le sais. Mais c'est terrible. D'accord? Vous savez que le Midrash, quand il parle des sonnés Israël, c'est terrible. Le Midrash parle de ceux qui haïssent Israël. On sait en réalité de qui il parle. Il parle des Juifs. D'accord? Il parle des Juifs qui, malheureusement, par leurs propos, passent leur temps à véhiculer des messages qui sont l'antithèse de ce que représente le peuple juif. Et comme vous êtes des francophones, je me permets de vous le signaler, toutes les stars, on va dire, que vous connaissez, sachez-le, elles sont totalement inconnues en Israël. Vous demandez à n'importe quel Israélien qui est Shlomo Sand, personne ne le connaît. Il y a un type, d'accord? Shlomo Sand, il a fait un truc, parce que l'autre, Ferry, il y avait un ministre Ferry qui avait dit, parce que c'est lui qui a écrit l'invention du peuple juif. Il y avait tout un truc là-dessus. Non, pas Luc Ferry. Non, moderne. Ferry, mais moderne. Non, c'est Jules Ferry, celui-là. Comment il s'appelle? Luc Ferry, pardon. Pas Jules Ferry. Luc Ferry. Et Luc Ferry, il a dit que son livre de chevet, sa grande référence, c'est lui. D'accord? Sur Shlomo Sand. Et c'est une catastrophe et personne ne le connaît en Israël. Personne ne le connaît en Israël. Et quand j'entends ces noms comme ça qui sont évoqués, alors on a l'impression qu'on a affaire à de grands intellectuels, alors que, excusez-moi, alors qu'en réalité, ils sont totalement décriés en Israël. Personne ne les connaît. C'est même pas, ils sont critiqués, personne ne les connaît. Donc c'est un signe. Les gens ne s'attardent pas avec tout un ensemble d'inepties qu'on peut entendre. D'accord? Achat. Et le temps fait les choses. Il y avait un livre, une fois, il y a des années de cela, ça m'avait toujours beaucoup fait rire, quand j'étais étudiant, un livre qui avait été écrit sur le Rav Kook et qui avait été très méprisant à l'égard du Rav Kook. Et comme il citait plein de textes du Rav Kook, ce type qui avait écrit le livre, alors ça avait suscité quelques malaises chez certains. Alors le Rav Cherki
Alors, quelqu'un lui demande, il dit, on m'a demandé de parler de ce livre. Voilà, j'en ai parlé. Et il a jeté. C'est vrai. Mais à l'échelle collective, oui, il faut d'autres critères. En pratique, d'ailleurs, il y a une totale disproportion entre la façon dont le monde juge Israël et la façon dont il juge d'autres pays sur les mêmes problèmes. Hein? C'est clair, je veux pas être plus clair. D'accord? Je suis certain, bien évidemment, que Assad va être condamné par le palais de justice, puisque quand même, a priori, il a eu quelques actes maladroits. Mais pas beaucoup, quelques actes. Non, il a trébuché sur une partie de sa population sans faire exprès, par inadvertance. Simplement parce que l'État d'Israël est l'État du peuple juif et que le peuple juif est l'héritier de la civilisation hébraïque. Il faut bien entendre que la chrétienté, en aucune manière, est en controverse avec l'hébraïsme. La chrétienté est en controverse avec le judaïsme. Et c'est une nuance fondamentale. Parce que quand ils veulent se prétendre être eux aussi, ou les vrais juifs, de nouveau, ils veulent enlever ce lien, ce cordon ombilical indéfectible qui rattache l'hébraïsme au judaïsme. Nous étions des Hébreux, nous sommes devenus des Juifs. Et c'est dans cette période profondément confuse que vont naître un certain nombre d'idéologies. Mais l'hébraïsme, c'est justement cette dimension idéale à laquelle nous nous rattachons et dont nous avons la nostalgie d'y revenir. N'est-ce pas? Non, mais être juif, c'est pas les goïms c'est surtout, par exemple, dans la Megillat Esther, on dit Mordechai à Yehudi. Exactement. On n'a pas dit Mordechai à Ivri. Non, justement, pourquoi? C'est une très bonne remarque. Pourquoi? Rachi, c'est souvent dit. Pourquoi le judaïsme n'est pas une religion? L'exemple que vous avez cité est fondamental. Mordechai appartient à la tribu de Binyamin. Et pourtant, il est appelé Yehudi, va dire Rachi, parce qu'il appartient à la dernière entité politique présente en Eretz Israël. Ça veut dire que quand un juif, selon le littré, il y a tout un cours là-dessus sur juif, hébreu, etc., mais quand un juif, dans le littré, il y a écrit juif avec une majuscule, juif avec une minuscule, ce qui est vraiment ridicule parce qu'à l'oreille, on n'entend pas la différence. Juif avec une majuscule appartenant au peuple juif, juif avec une minuscule de religion juive. En réalité, ceux qui veulent nous imposer cette idée que nous sommes une religion est une absurdité. On l'a développé au début de toutes ces sessions pour bien comprendre que, justement, nous sommes une entité politique, nous sommes un peuple, nous sommes une nation qui a d'abord un intérêt à tout ce qui relève de la nation. Comme j'ai coutume, si je ne l'ai pas dit ici, je le répète, si je me répète, quelle est la conception économique idéale selon la chrétienté? Réponse, il n'y en a pas. Quelle est la conception de l'écologie selon l'islam? Il n'y en a pas. Quelle est la conception de la sécurité routière selon le bouddhisme? Il n'y en a pas. Ces trois pôles, ces trois sujets que je vous ai évoqués maintenant, vous n'avez pas une parole. Concernant l'écologie, vous avez une grande partie de la Maseret Baba Batra qui en parle. Concernant la sécurité routière, le Rav Avrum Shapira Zechet Adikash Libracha dit celui qui a enfreint les règles de la sécurité routière a fait une faute selon la Torah. On a une mitzvah de se préserver. L'économie, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Parce que justement, il n'y a pas un seul domaine où le judaïsme ne s'ingère pas, ne s'intéresse pas. Pareil pour le bâtiment, etc. Exactement, tout ce qui recèle. La religion veut dire qu'on est dans le religiare, c'est le latin, on se relie à Dieu. Je me relie à Dieu entre quatre murs, dans ma paroisse, et après je vais vivre ma vie. D'un point de vue juif, cela est totalement une absurdité. Ce qui a été notre cas, malheureusement, dans une situation maladroite, en exil. Mais nous ne sommes plus en exil. Donc, nous sommes en train de revenir à une bonne santé. Comme j'ai coutume de le dire, les 613 mitzvot impliquent qu'il y a une relation à la terre, puisque si on n'a pas de relation à la terre, on ne peut pas accomplir une grande partie des 613 mitzvot, qui sont des mitzvot agricoles, qui est de tondre le mouton, etc. Et elles ne peuvent pas être pratiquées individuellement, à moins d'avoir gagné l'Eurovision. Pourquoi? Parce que Yaron Cohen, il était d'Anna International, c'est un homme, une femme, un Lévi, un Cohen, donc lui, il peut faire les 113 mitzvot. C'est l'avantage. Mais à moins qu'on soit homme, femme, chien et Doberman, a priori, ça ne marche pas. Ça ne marche que dans l'entité globale d'Israël. D'accord?
C'est bon pour le Dana? Ah oui, voilà, ça là, ça est connu. Ça va. Il a dit d'ailleurs quand il a gagné, Ani Margisha chez Elohimiti. Et à quel point c'est d'une une sagesse impressionnante. Il faut savoir la formulation féminine. Il a dit, je sens que Dieu est avec moi. Hein. Je ne sais pas où il était Dieu, mais je peux vous assurer, il n'était pas à l'Eurovision. Donc, en tous les cas, vous voyez bien à quel point l'État d'Israël est confronté, bien évidemment, à des problèmes. C'est partie de notre réalité de pays à affronter, quels que soient les mots MAUX qu'on doit affronter. Simplement parce que l'État d'Israël est l'État du peuple juif et que le peuple juif est l'héritier de la civilisation hébraïque. La première civilisation qui est assignée des objectifs éthiques à la cité humaine. Nous sommes dans encore une fois, dans cette exigence de la cité. C'est fondamental. Cela étant, l'État d'Israël est un État différent des autres sur le plan moral. Nous dit, c'est une question. Nous dit Manitou, je voudrais souligner 5 points qui me paraissent essentiels. 1. Sur l'état de droit. D'un point de vue global, le comportement de l'État en Israël se trouve strictement garanti par ses institutions. Vous comprenez que malheureusement, un des plus gros drames que nous sommes en train de traverser en ce moment, c'est le drame juridique. D'accord? La problématique, on le sait, d'accord? On aura l'occasion d'y revenir dans une autre session, mais dans les lettres Mishkan, Malchut, Shofet, Keuna, les voix. La royauté, les Kohanim, la théocratie, le service divin, comme on dit, les Nevi'im, les prophètes, donc c'est l'oligarchie, c'est le peuple qui va agir. Et enfin, Malchut, Shoftim, Keuna, les voix. Le droit, le politique, juridique, les Kohanim et l'oligarchie par les prophètes, puisque c'est quelqu'un du peuple, même si c'est des écoles de prophétie. Donc il doit y avoir une réalité où l'appareil judiciaire est à la mesure de ce qu'il doit être. D'accord? Il ne l'est pas encore. Mais la pleine question qui est posée, quand je vous ai soumis Mishkan, c'est aussi le sens de l'histoire. Nous avons aujourd'hui une entité politique qui existe. Elle n'est pas encore fille de David, mais elle existe. Nous avons un système judiciaire qui est en train justement de se bouleverser, de se révolutionner avec toutes les complexités que cela implique. Mais ça y est, on avance. Vous avez le Rav Israël Ariel qui se préoccupe de tous les ustensiles pour le Beth Amikdash. C'est la Keuna. On n'a pas encore le Haron, on n'a pas encore... Mais ça y est, les Kohanim commencent à acheter leurs vêtements, ça avance. Tout ça, les Grecs sont en train d'être semés. Et enfin, le renouvellement de la prophétie. Pareil, on n'y est pas encore, mais il y a des éléments qui commencent à, en tout cas, un esprit animé par la sainteté, dont le Rav Kook. Pas qui est évident. On retrouve notre structure. Donc, et au contraire, quand l'appareil judiciaire n'est pas à sa place, malheureusement, vous avez ce qui est souvent soulevé, Vaï Beyemei Shvot HaShoftim, dans la Megillat Ruth. Un des plus grands drames qui peut être, c'est quand on commence à juger nos juges. Parce que malheureusement, ils ont un comportement qui est inapproprié. Achab, surtout par la haute cour de justice. Et l'importance fondamentale accordée aux tribunaux, même pour juger des actes du Parlement. Ceci rappelle d'ailleurs la période des juges, qui sont apparus avant qu'il y ait de gouvernement des rois. En schématisant un peu, je crois qu'il y a en Israël un parti pris permanent de rechercher la légalité qui soit la plus morale possible. À quel titre moral? Malheureusement, pas juive. À partir du moment où vous avez dans l'appareil judiciaire en Israël une des plus grandes déceptions du Rav Herzog, le grand-père, n'est-ce pas, du président actuel, eh bien, le Rav Herzog, qui était un exceptionnel, qui était le grand Rav Ashkenaz d'Israël après le Rav Kook, eh bien, quand l'État d'Israël a été reconnu, il importait au Rav Herzog, pas que lui, de mettre en place une structure légale hébraïque, c'est-à-dire fondée sur la Torah, avec, évidemment, des choses qui doivent être réfléchies de nouveau, puisque nous retrouvons notre État, donc il y a des réalités qui doivent être mises en place. Hélas, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été décidé comme cela, et c'était une grande déception. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, aujourd'hui, on dit le droit hébraïque, mais il faut bien comprendre que la problématique, c'est que nous avons gardé des institutions, des règles, des amendements ottomans, qui étaient à l'époque, britanniques, et quand on n'avait pas de réponse pour constituer l'État,
d'un point de vue ottoman et britannique, alors on l'a cherché dans la Torah. Mais en réalité, on a un problème. Parce qu'on prend la Torah comme une option supplémentaire, alors que c'est une entité, c'est une cohésion totale. Ce qui doit être compris. C'est pas c'est ça la problématique. Tout pays qui vient s'installer quelque part, il est usuel qu'ils prennent les us et coutumes des populations qui ont précédé avant. Mais comme nous sommes une nation qui a sa propre législation, donc il importe d'avoir des réflexions, d'avoir une vraie, encore une fois, une vraie structuration. Comprenez que, basé sur ce problème, justement, où la légalité détient la moralité, alors automatiquement, on ne peut pas, malheureusement, évoquer la moralité. Je vous donne un exemple très concret qui est arrivé il y a 15 jours, 3 semaines, dans le Nord. Vous avez évidemment, les journaux, pareil, on en fait beaucoup de choses. Vous avez une femme qui a, comment on dit, qui a donné son ventre. Son ventre, c'est-à-dire pour avoir, qu'on appelle Pundekaout. Comment on dit mère porteuse. D'accord? Et la mère porteuse, religieuse, elle a offert son ventre à 2 hommes qui n'ont pas d'enfant et qui veulent un enfant. Et donc, eh bien, elle a porté ce bébé. Et vous vous rendez à quel point, vous faisiez conscience à quel point c'est un problématique. La beitzit, l'œuf, comment on dit en français? L'embryon. Non, pas l'embryon. L'ovule. L'ovule. C'était pas l'ovule de la femme. Sinon, on a un problème de mamzer. On a un problème de bâtard parce que c'est l'ovule de la femme. Et la femme, elle est mariée. Elle ne peut pas donner son ovule à quelqu'un d'autre. Ah ouais. Mais elle a fait que mère porteuse. Mais vous comprenez que ça pose de gros problèmes moraux et donc éthiques. Cette problématique-là. On veut encourager des gens qui n'ont pas. D'une femme, d'une tierce femme. Okay. Elle a juste prêté son ventre, l'incubateur. Maintenant, évidemment, les gens ils vont dire, mais elle est religieuse et tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'on peut penser? À partir du moment, Rabotai, où la morale, elle est motivée par le ressenti personnel, on est passé à côté de la morale. Je suis persuadé que cette femme, elle a dit, ça me fait de la peine, ils n'ont pas d'enfants, je veux faire Ahavat Israël. Mais à partir du moment où, encore une fois, cette Ahavat Israël n'est pas rattachée à la Torah, ce n'est pas de la Ahavat Israël. Comme j'ai coutume de le dire, si j'aime la tomate, si j'aimais vraiment la tomate, je ne mangerais pas la tomate. Je n'aime pas la tomate. J'aime l'effet que produit sur moi la tomate. Donc, ce qui m'importe, ce n'est pas c'est moi. C'est mon ressenti personnel. Là, on n'est pas dans la morale. Quand la légalité prend le pas sur la morale, automatiquement, elle devient malheureusement immorale. L'objectif, c'est la révélation et la réalisation du bien sur terre, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais ça ne me plaît pas d'agir comme ça. Oui, mais ça plaît à Akadosh Baruch Hu. Oui, mais j'ai un problème avec autant de violence. Eh bien, c'est toi qui as un problème, c'est pas Akadosh Baruch Hu. Violence, éthique, morale, ce que vous voulez. D'accord? Je termine juste sur ce point. Juste sur ce point, comme ça on aura le temps de photocopier pour la semaine prochaine. Achab, il y a bien sûr beaucoup de cas dans lesquels on ne sait pas définir s'il y a immoralité ou non. Parce que vous savez pertinemment que c'est un très bon exemple que le Manitou ne dit pas, mais je vais vous dire cet exemple. Grâce à Dieu, nous sommes à une génération où on ne va pas comme j'ai coutume de dire, on ne va pas au fleuve pour faire la lessive. Pas? Grâce à Dieu, Baruch Hashem, à Motzei Shabbat, il y a, comment on dit, nous sommes rentrés, ma famille, nous sommes rentrés au Gan Eden à Motzei Shabbat. Pourquoi nous sommes rentrés au paradis? Parce qu'à Motzei Shabbat, vous avez la vaisselle de Shabbat. Et qu'est-ce que nous faisons? Le dur labeur de Motzei Shabbat, on appuie sur le bouton. C'est-à-dire, ça c'est le Gan Eden. C'est-à-dire, il y a une époque pas si lointaine où on faisait la vaisselle à la main. Oh! Mais maintenant, on a la vaisselle. Yofi. On a la machine à laver, machine à sécher, bientôt machine à repasser, machine à. C'est un luxe extraordinaire. Quand j'expliquais à mes enfants, on était dans un musée où il y avait le téléphone avec les arts. Mes enfants, déjà, ils ont eu du mal à comprendre l'histoire du cadran et ils ont eu du mal à comprendre que le téléphone, il a un fil. Mais comment on a vécu quand on arrivait en retard à un rendez-vous?
On n'avait pas le smartphone. Comment je savais comment calculer mon bus? Bref, tout ça pour vous dire que ce progrès est extraordinaire. Mais cependant, du coup, Rabotai, du coup, on n'a plus de temps libre. C'est là où je parle de l'immoralité ou de la moralité. Ce qui va être jugé chez l'homme, c'est qu'est-ce qu'il fait de ses temps libres. C'est là toute la difficulté. Sans vous effrayer, il y a deux industries qui ont énormément progressé, énormément marché pendant la période du Covid où on était enfermé. Okay, deux industries qui ont énormément marché. Le high-tech et la deuxième, malheureusement, comme on dit, la pornographie. Hein? Dans le monde, la deuxième industrie qui a énormément multiplié ses gains, c'est la pornographie. L'homme, il est coincé chez lui. À quoi il s'occupe? Ça va, c'est simple, c'est clair ce que je dis? Chut, c'est là. Tout n'est pas géré uniquement par une question de moralité ou d'immoralité. Mais pourquoi? Mais parce que les personnes étant enfermées chez elles, qu'est-ce qu'elles font quand elles n'ont pas, quand elles n'ont rien à faire? Pour des enfants. Elles se disputent. Ah non, des enfants, t'es mignon. C'est gentil. La pornographie, Rabotai. Ah, je crois que j'avais dit, ça paraissait tellement évident. L'industrie totalement tordue provient du fait qu'on est enfermé dans une pièce, on n'a pas l'opportunité d'avoir un livre, parce qu'on n'a pas, parce que ce qui est au cœur de notre vie, ce n'est pas la bibliothèque, eh bien, on peut tomber très vite dans ce c'est la Mishnah de avant. Quand on s'ennuie, on fait n'importe quoi et automatiquement on amène à la destruction. Shi'amu mevil el batala, mais batala mevil el pour un autre. C'est ce que dit la Gemara, c'est ce que dit la Mishnah. Donc celui qui n'a rien à faire de sa vie, eh ben, il va continuer à avoir rien à faire de sa vie. Loisif, exactement. C'est exactement cela. Donc voyons la problématique là. Juste à dire ce point. Mais quand on vient juger Israël sur sa moralité, il ne faut jamais oublier que l'objectif de l'État d'Israël était avant tout de mettre fin à la dispersion des Juifs et de reconstituer l'identité nationale hébraïque. L'État d'Israël a accepté de façon loyale d'être un État de droit. La signature ou la parole de l'État est scrupuleusement observée, ce qui n'est pas le cas pour les autres États de la région. Je pense que je vais pas me développer. Pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure et qui a laissé perplexe, semble-t-il, quelques personnes. Esav, puisqu'on est dans la paracha de Vaishlach, Esav, il attaque Yaakov. Vous vous rappelez que l'ange de Esav, il attaque Yaakov. Où est-ce qu'il attaque Yaakov? Sur le guide anaché. Il est usuel de rappeler que c'est le nerf qui rattache les organes, comme on dit, les organes génitaux au sol. D'accord? C'est-à-dire qu'en réalité, et le droit, justement, qu'on a pas le droit de manger. Pourquoi le droit n'a pas le droit de manger? C'est le chesed. C'est la grâce, comme disent les Mekoubalim. C'est-à-dire que la droite, eh bien, elle est là pour faire du bien autour d'elle, mais pour qu'elle puisse réellement faire du bien, il faut qu'elle soit cadrée. C'est pas l'instinct le plus délicat, le plus difficile, après l'instinct de l'idolâtrie, qui pour le coup a été abrogé par nos maîtres, c'est l'instinct de la vitalité, l'instinct de vie, l'instinct qui peut amener à la dépravation, mais pas obligatoire. Quand on essaye de supprimer cet instinct, il n'y a plus de vie sur Terre. Donc il est fondamental. Pourquoi est-ce que justement l'ange de Esav va attaquer Israël sur ce point? Parce que malheureusement, puisque Israël est tellement rattaché à l'élan vital, eh bien, l'endroit de sa faiblesse va être exactement le même. Ce qui est tellement attaché à amener plus de vie sur Terre, c'est là-bas qu'on attaque Israël. Donc, automatiquement, on se doute pourquoi Esav. Esav, lui, il n'a pas de problème avec ça. Il est constamment intoxiqué par cela. Il n'a même pas de problème moral par rapport à cela. Voire même des médecins aujourd'hui qui vont vous dire c'est très important de voir des images tordues. N'est-ce pas? Ah oui, il y a toute une dimension comme ça qui a été développée. Désinhibé. Nous, on est exactement à l'inverse. Au contraire, on est dans Kislev, toute la valeur de la pudeur, toute la valeur du rapport à ses parents, toute la valeur du rapport à son rave, dans ce rapport de nudité, dans ce rapport de pudeur vis-à-vis de soi. On est l'inverse des Grecs. Donc, il n'est pas un hasard si malheureusement c'est l'objet de la honte, c'est l'objet qui peut nous faire que du plaisir trébucher. Parce qu'on est naturellement animé par l'inverse. Donc, on va nous attaquer là-dessus. D'accord? Et sachez-le,
si je ne l'ai pas déjà évoqué, mais je vais m'arrêter avec ça, mais vous savez que le grec faisait le sport, n'est-ce pas? On a parlé de cela? Oui. Et que, enfin, qu'ils faisaient le sport, ils étaient dénudés. Et les juifs, comme ils veulent être modernes, comme d'habitude, donc ils veulent participer aux activités sportives. Il faut être ouvert, il faut être tolérant. Il n'y a pas que la Torah dans la vie. Vous connaissez ce genre d'ineptie éphémère. Que font les juifs pour participer aux activités grecques? Eh bien, le problème, c'est qu'à la circoncision, on va voir. Alors, quand je raconte cette anecdote, tous les hommes, en général, ils ont mal. Avant même, pourquoi? Parce que qu'ont fait les juifs à l'époque, ils ont cousu quelque chose, même les femmes apparemment ont mal, ils ont cousu quelque chose d'artificiel pour cacher le signe de l'alliance. Il faut être moderne, vous comprenez? D'accord? Vous voyez à quel point là où on était, et vous comprenez à quel point malheureusement il nous importe de continuer à perdurer pour véhiculer une identité authentique qui malheureusement n'a pas forcément été, en tout cas elle a essayé d'être préservée et protégée pendant 2000 ans, mais maintenant que nous revenons, nous commençons à ouvrir la bouche. D'accord? Shabbat shalom.